Eh bien, on va pouvoir commencer, Claire. Ouais, très bien. Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous réunir pour cette troisième édition donc, du club des marques préférées des Français. Depuis notre dernier rassemblement qui s'est tenu donc, en novembre dernier à l'occasion de la sortie du Grand Livre des marques, nous avons eu le plaisir d'accueillir 7 nouvelles marques préférées des Français, à savoir les marques La Laitière, Audica, Espace Obade, Santé Vet, Boursin, Barane et Kiloutou, qui nous amène aujourd'hui à 40 marques qui exploitent donc la récompense marque préférée des Français. Donc, comme vous avez pu le découvrir dans le programme qu'on vous a envoyé, on va... Voilà. Eh bien, la thématique principale qui va nous animer ce matin, ça va être donc le pouvoir d'achat et cette crise inflationniste que nous traversons actuellement, avec donc la perception des Français et les conséquences sur leur comportement, avec une analyse donc de Frédéric Michaud d'Opinionway. Nous, de notre côté, nous allons donc vous présenter les impacts vis-à-vis des Français donc, par rapport aux marques, avec nous allons vous présenter les résultats donc, du palmarès de l'Observatoire des marques préférées des Français, et nous analyserons également donc, les solutions qui existent en termes de communication pour y faire face. Voilà. Donc, malgré l'effet distanciel de la vidéoconférence, n'hésitez pas à intervenir et à poser vos questions. Donc, je vous propose donc de débuter dès à présent avec Frédéric Michaud pour qu'il puisse nous livrer donc son analyse sur la perte du pouvoir d'achat et la perception des Français. Merci Benjamin. Merci Benjamin. Bonjour à tous. Alors, les différents résultats que je vais vous présenter sont issus de plusieurs études réalisées par Opinionway dans les cours des semaines passées. Toutes ces études ont été réalisées auprès d'échantillons nationaux représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus. À chaque fois, sur l'ensemble des diapositives, vous allez voir, j'ai repris l'intitulé exact de la question qui a été posée, puis évidemment les différents items de réponse avec les pourcentages correspondants. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais moi je vois qu'une partie de l'écran et pas l'affichage de la présentation en plein écran. Peut-être qu'on peut, on peut l'afficher, ce sera plus lisible. Cette première question introductive, parmi les enjeux suivants, quels sont les plus importants pour vous? C'est intéressant, hein, c'est une question historique qu'on pose très régulièrement. Intéressant de voir que le pouvoir d'achat ressort en tête des domaines de préoccupation des Français. 66% des Français le citent comme l'enjeu le plus important pour eux aujourd'hui. Et c'est, vous le voyez, un enjeu qui devance de très loin tous les autres enjeux. Il devance de 20 points la question des retraites à 46%. Alors même que, eh bien, il y a eu, comme vous le savez, un débat très vif autour de cette question des retraites, mais les retraites, c'est pour plus tard, c'est pour dans 5 ans, dans 10 ans, dans 40 ans, pour les plus jeunes, alors que la question du pouvoir d'achat, c'est une question qui est immédiate et qui est très concrète. Ça devance même d'une quinzaine de points la question de la santé qui est citée à hauteur de 52%. Ça devance des questions qui sont vitales. La question de l'environnement, par exemple, seulement citée à 39%, ou toute une série d'autres questions. Donc vraiment, ce thème de l'inflation du pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui est très prégnant, qui est même central dans la vie des Français. Alors, si on passe à la question suivante et qu'on interroge les Français sur les qualificatifs qui, selon eux, caractérisent le mieux leur état d'esprit lorsqu'ils pensent à leur pouvoir d'achat, 81% des Français nous restituent des éléments négatifs. 49% sont inquiets. C'est l'inquiétude qui prédomine lorsque les Français pensent à leur pouvoir d'achat. Un tiers sont mécontents.
On ressent aussi une forme de résignation, d'impuissance, de frustration même. Et puis certains nous citent des éléments qui sont encore plus sensibles et même encore plus graves. Le sentiment de honte est ressenti par 9% des Français lorsqu'ils pensent à leur pouvoir d'achat, même un sentiment de vulnérabilité. Au total, les sentiments positifs sont très minoritaires, hein, sont ressentis par seulement un quart de la population. La sérénité, la confiance, la satisfaction, tout ça reste très minoritaire. Frédéric, tu me dis hein, quand je passe les slides. Oui, tu peux passer à la diapositive suivante. Alors, dans ce contexte, qui est un peu la toile de fond, la perception de l'inflation s'organise autour de différentes perceptions. D'abord, c'est quelque chose de très tangible, de très palpable. Pour 83% des Français, la hausse des prix est un phénomène qui a des conséquences concrètes sur leur vie quotidienne. On a vu le sentiment de préoccupation, il est mesuré aussi non plus en comparaison avec d'autres sujets de préoccupation, mais dans l'absolu, puisque nous avons 83% des Français qui disent que c'est un phénomène qui les préoccupe au quotidien. Et cette préoccupation, cette perception des conséquences concrètes sur leur vie quotidienne touche absolument tous les Français. Évidemment, ceux qui sont les plus précaires, ceux qui sont les plus vulnérables au plan économique, considèrent davantage que ça a des conséquences concrètes sur leur vie quotidienne, mais les catégories socio-professionnelles dites supérieures, les cadres, les professions intermédiaires, ceux qui ont des revenus disponibles un petit peu plus élevés que les catégories populaires, ceux-là aussi ressentent des conséquences concrètes et ceux-là aussi se disent préoccupés au quotidien. Vous le voyez, au total, on a seulement 16% de la population, c'est-à-dire vraiment une frange très limitée des Français qui estiment que l'inflation est un phénomène qui les concerne pas vraiment. Cette inflation, page suivante, elle a un impact très fort sur les marges de manœuvre offertes par son pouvoir d'achat. Alors certes, on a 2/3 de la population qui dit que le pouvoir d'achat leur permet de financer ses dépenses jusqu'à la fin du mois, mais ce n'est pas le cas pour 1/3 des Français. On a 37%, c'est-à-dire quasiment 4 Français sur 10, qui nous dit que son pouvoir d'achat ne leur permet pas de vivre décemment. Un Français sur 2 ne peut plus faire plaisir à ses proches ou se faire plaisir à soi-même. Donc on est dans une consommation de survie et de moins en moins dans une consommation de plaisir. Et puis évidemment, tous les éléments qui sont un peu plus secondaires dans la consommation se trouvent contraints, voire supprimés par cette évolution du pouvoir d'achat impulsée par l'inflation. 55% des Français nous disent qu'ils ne peuvent plus partir en vacances. Et l'épargne, et a fortiori l'investissement, concerne maintenant seulement 39 et 22% des Français. La situation est d'autant plus grave, en diapositive suivante, que les Français n'identifient pas un acteur à même de régler le phénomène. Ni les grandes enseignes de la distribution, ni les commerçants de proximité ne sont identifiés parmi les acteurs économiques comme étant en mesure d'apporter des solutions à l'inflation. Et puis c'est la même chose pour le gouvernement, c'est la même chose pour les pouvoirs publics. 16% seulement nous disent que le gouvernement va régler ce phénomène en dépit de toute une série d'initiatives qui ont été prises et qui sont encore prises actuellement pour tenter de juguler ce problème. Et on le voit bien, s'il n'y a pas d'acteur qui est en mesure d'apporter une réponse, d'apporter un début de solution, ça renforce l'inquiétude, ça renforce les préoccupations. Ces préoccupations, page suivante, elles sont également augmentées par le fait que l'inflation
nous plonge dans une sorte de tunnel dont on ne voit pas l'issue. 85% des Français estiment que l'inflation est un phénomène qui est durable. Ce n'est pas une crise conjoncturelle, une sorte de parenthèse. Non, pour les Français, dans leur perception en tout cas, c'est quelque chose de durable. Quand on leur demande d'estimer quand la hausse des prix reviendra à un niveau acceptable, 3% nous disent au premier semestre de cette année et 8% au second semestre, 20% au premier semestre 2024, 12% dans un an et demi au second semestre 2024, et la majorité des Français nous dit que l'inflation reviendra à la normale dans plus longtemps. Donc on voit bien qu'on s'installe dans une inflation qui va devenir la toile de fond de la consommation des Français. Et d'ailleurs, page suivante, quand on demande aux Français, selon eux, comment les prix vont évoluer en 2023, ben vous le voyez, hein, les perceptions sont extrêmement nettes. 91% nous disent que les prix vont augmenter et surtout qu'ils vont augmenter de manière importante pour 66% des Français, c'est-à-dire une inflation de plus de 4%. Seuls 2% des Français s'attendent à une baisse des prix. C'est dire à quel point cette perception est partagée, à quel point elle est massive et intense. Plus généralement, le pronostic sur l'évolution de son pouvoir d'achat en 2023 est lui aussi fortement négatif. 80% des Français disent que leur pouvoir d'achat va se dégrader cette année par rapport à l'année précédente. Comme vu précédemment, on a une nouvelle fois la confirmation qu'ils vont se faire moins plaisir à travers la consommation, qu'ils prévoient de se faire moins plaisir pour 2 tiers d'entre eux. Et puis les contraintes fortes, contraintes d'arbitrage entre le budget énergie, le budget alimentaire, qui est déjà ressenti par 56% des Français, et c'est notamment baisser le chauffage, arbitrage entre la consommation et la santé. 1 tiers des Français prévoient de moins se faire soigner en 2023, et puis des conséquences encore plus fortes, déménager pour vivre dans un logement moins cher ou pour vivre dans une ville plus abordable. Ça, c'est l'intention de 19 et 17% des Français. Et puis enfin, vous le voyez, les plus optimistes, ceux qui estiment que leur pouvoir d'achat va s'améliorer grâce aux mesures prévues par le gouvernement et par les pouvoirs publics, ne concernent que 16% de la population. Voilà pour les perceptions, voilà pour les anticipations. Voyons maintenant comment tout ça impacte les comportements. Et les comportements sont très largement impactés. 71% des Français ont d'ores et déjà adapté leurs dépenses pour faire face à la hausse des prix. Le premier mouvement est un mouvement très classique, une plus grande vigilance portée aux dépenses et à la consommation. C'est partagé par 42% des Français. Et ce comportement se couple ou se combine avec toute une série d'autres comportements. Évidemment, des comportements de restriction. Vous avez réduit vos dépenses pour 41% des Français et vous avez renoncé à certaines dépenses pour 40% des Français. Autre comportement qui n'est pas anecdotique puisqu'il est partagé par 1/4 de la population, le report des dépenses. On diffère sine die certaines dépenses et vous le voyez, on a seulement 9% des Français qui déclarent ne pas avoir adapté leurs dépenses. Quand on regarde dans le détail des dépenses en page suivante, on observe que la plupart des domaines de dépenses sont concernés. 90% des Français nous disent qu'ils ont fait des choix ou qu'ils ont été contraints de faire des choix concernant leurs dépenses dans toute une série de domaines. Les dépenses du quotidien, les dépenses de loisirs, les dépenses de la maison sont touchées. Et si on va encore plus loin dans le détail, en regardant les résultats de la diapositive suivante, on observe que
certains domaines sont un petit peu plus marqués que d'autres, notamment en ce qui concerne la réduction des dépenses, en gris sur ce graphique. Hein, vous le voyez, c'est majoritaire pour les courses alimentaires, c'est majoritaire pour l'énergie, et puis c'est très fort en ce qui concerne les déplacements du quotidien. Hein, ça renvoie évidemment à toute la problématique de la hausse des prix du carburant, mais ça touche aussi les produits cosmétiques, les produits d'hygiène, les produits de beauté. 42% des Français ont réduit leurs dépenses dans ce domaine. Ça touche l'habillement, ça touche évidemment les restaurants, les cafés, les sorties culturelles, les produits culturels également. Et vous le voyez, les dépenses qui sont les moins touchées, même si elles sont touchées comme les autres, sont ce qu'on appelle les dépenses contraintes ou les dépenses immobilisées en début de mois, le forfait d'assurance, les forfaits téléphoniques, les projets immobiliers également. Mais voilà, ce qui est très frappant de voir sur ce graphique, c'est d'observer à quel point toutes les dépenses, tous les postes de consommation sont concernés par des comportements de réduction des dépenses, de report des dépenses ou de renonciation à des dépenses. Pour terminer, quelles sont les solutions que les Français adoptent pour faire face à cette hausse des prix? Là aussi, ce qui est intéressant d'observer, c'est de voir qu'il n'y a pas un comportement unique, il n'y a pas une solution, mais on est plutôt là face à un éventail de solutions, un cocktail de solutions qui sont mises en œuvre par les Français pour lutter contre l'inflation. Les Français qui véritablement font feu de tout bois pour lutter contre ce phénomène extrêmement massif. Alors, il y a plusieurs leviers qui sont mobilisés, mais pas tous au même niveau. D'abord, l'idée d'acheter des produits premier prix, des marques distributeurs, 38%, et de renoncer à acheter des produits de marque. Dans le cadre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est évidemment un résultat que nous voulons mettre en valeur. 29% des Français renoncent à acheter des produits de marque et 38% achètent des marques distributeurs ou des produits de premier prix. On trouve également des comportements qui sont liés à une sorte d'économie de la débrouille, réparer plutôt que remplacer, vendre des objets dont on n'a plus l'utilité dans des vides-greniers, 27%, faire du troc, 10%, là on retrouve des comportements un peu rudimentaires. L'économie de la seconde main, acheter des produits d'occasion, acheter des produits de seconde main plutôt que du neuf, ça aussi c'est une problématique importante, 28%. Et puis évidemment des éléments un petit peu plus directement économiques. On va puiser dans ces économies, c'est le cas pour un quart des Français. On va opter pour le paiement en plusieurs fois, le paiement différé. Également, on va emprunter de l'argent à ses proches, on va même prendre un crédit à la consommation pour faire face à des dépenses imprévues. Bref, vous le voyez, on a toute une série de comportements qui sont mis en œuvre pour lutter contre ce phénomène massif de l'inflation qui est sans doute appelé à durer et à nous occuper au cours des prochains mois, si ce n'est au cours des prochaines années. Voilà ce qu'on pouvait dire brièvement pour essayer d'objectiver ces perceptions de l'inflation par les Français. Merci beaucoup, Frédéric. Bon, c'était un portrait un peu certains points négatifs pour commencer, mais l'idée c'est d'avancer aussi aujourd'hui. Voilà, comment du coup, en tant que marque, travailler dans ce contexte. Est-ce que d'abord vous avez des questions pour Frédéric ou des remarques?
personne n'a de remarques par rapport à ces résultats? Moi j'ai une... Bonjour. Oui, bonjour à tous. Sonia Lopez chez 20 minutes. Merci Frédéric, c'était très intéressant. Ce qui m'interpelle comme le plus, c'est l'inquiétude, les préoccupations que cela représente en fait chez les Français, et notamment chez les jeunes générations. Nous, on a une étude également qu'on mène avec vous sur qui s'appelle Moi Jeune, depuis 7 ans. Et on se rend compte en fait que chez les 18-30 ans, c'est quand même des préoccupations qui les inquiètent quand même énormément. Et on a pu voir également que 8 jeunes sur 10 déclarent que la baisse du pouvoir d'achat pèse négativement sur leur santé mentale. Et les pousse même à faire justement des économies. Ils sont 73% à le déclarer. Donc voilà, donc c'est vrai que certes, on a vu des choses qui sont un peu négatives, mais qui sont assez réalistes. Et j'en profite pour vous dire aussi, si vous avez également envie d'avoir des informations justement sur les jeunes et sur notre étude Moi Jeune, n'hésitez pas à demander les coordonnées à Benjamin, il les a. Ce sera avec plaisir qu'on pourra vous les partager. Merci Sonia. N'hésitez pas à nous demander les coordonnées de Sonia chez 20 minutes. Bon, j'avais une petite question. Je me permets juste, j'avais une question. Je trouvais que c'était très intéressant. Merci beaucoup de ces éléments de partage. Je me demandais, est-ce que ces arbitrages, ils sont aussi forts vis-à-vis des enfants que des parents? C'est-à-dire, est-ce que sur les dépenses liées au plaisir, au bien-être de leurs enfants, les Français ont tendance à faire moins d'arbitrage, ou ça compte aussi? Parce que je voyais les jeux et jouets, qui est une catégorie mais qui est très liée aux occasions festives aussi. Est-ce qu'on voit par exemple en matière d'alimentation arbitrage là? À travers ce résultat que vous avez bien noté sur les jeux et les jouets, ça en tout cas, ça fait partie de ces dépenses qui sont peut-être jugées secondaires, en tout cas moins vitales, qui correspondent moins à des besoins primaires et qu'on peut couper au même titre que les sorties ou les loisirs. Et plus généralement, c'est vrai que toutes les dépenses qui sont liées à la famille d'une manière générale et aux enfants en particulier ne sont pas épargnées par cette problématique de l'inflation et de l'adaptation des comportements qui touche absolument tout. Il n'y aurait pas un îlot préservé de l'inflation. Vous voyez, quand les Français rognent sur l'alimentation, rognent sur l'hygiène, rognent sur la santé, y compris avec les effets sur la santé mentale, eh bien, ça veut dire que des éléments décisifs de leur vie, vitaux même, sont atteints. Et c'est ça qui est très inquiétant, parce qu'on voit que ça peut aller dans des comportements qui mettent en danger les personnes et les Français. Merci. Alors, je propose qu'on passe au deuxième sujet. Donc, on a parlé du contexte général et des conséquences sur les comportements des Français. On va maintenant parler concrètement des impacts sur les marques. Et donc, on est ravis aujourd'hui de partager avec vous, en avant-première, les résultats du palmarès de notre grande étude observatoire 2023. Pour info, elle sera médiatisée à partir de lundi prochain. Donc très rapidement, un petit rappel de la méthode. Donc, c'est une grande étude qu'on mène une fois par an. On scanne 1300 marques. Donc, on scanne des marques de produits, des marques de services. On interroge 4900 Français qui sont répartis sur ces 7 secteurs. On est sur un échantillon représentatif des 18 ans et plus. C'est une étude qui est online. Cette année, nous l'avons faite donc, du 2 au 13 février. Et on va mesurer 2 choses principales. La première chose, c'est le taux de j'aime. Donc la question qui est posée, c'est parmi ces marques, quelles sont celles que vous aimez? Et on va vous partager beaucoup de classements sur ce taux de j'aime. Et après, on va mesurer beaucoup d'items d'image sur les marques, la confiance, l'engagement, la proximité, l'utilité, l'accessibilité et la qualité. Et cette année, on a un nouvel thème qui est l'innovation. Voilà, rappel rapide de la méthode. Vous le savez tous, mais je précise, ce n'est pas cette étude-là qui valide le fait qu'on est marque préférée des Français. Ça nous donne les grandes tendances. Et après, pour valider qu'une marque est marque préférée dans sa catégorie, vous savez qu'on fait une étude sectorielle. Voilà, alors,
je rappelle un peu les tendances de l'année dernière, parce que c'est bien de se remettre dans le contexte. L'année dernière, on avait enregistré un taux de GEM record pour les marques. Finalement, après cette période Covid, les Français étaient vraiment contents de retrouver leur marque. On avait aussi noté, et ça depuis la crise Covid, une forte accélération de l'usage des canaux digitaux. Et c'est fou parce que ça se ressent vraiment dans les taux de GEM, dans l'attachement des Français à ces marques-là. On a vu notamment les pure players qui gagnaient beaucoup en taux d'attachement. Et enfin, une autre tendance qui était là, bien évidemment, avant, mais qui s'est fortement accélérée et qu'on avait fortement noté l'année dernière, c'est la préférence pour les marques françaises et les marques spécialistes sur un secteur. Donc ça, c'était les tendances de l'année dernière. Cette année, on note des dynamiques assez différentes. D'une part, on revient finalement un peu à la marque. Des années, franchement, il se délitait un petit peu. Et voilà, ça y est, on revient. Donc, on note que les Français sont résilients. On aurait pu s'attendre à une décroissance plus solide. Mais voilà. Et les Français, beauté, et cheveux et loisirs, voilà, toutes ces catégories fortement posées l'an dernier, cette année, sont à la baisse. La deuxième chose, donc, on a un retour à la norme, mais on a quand même des tendances qui finalement sont définitivement ancrées. Ce qui avait beaucoup émergé pendant la période Covid, c'est les marques sur la maison, donc que ce soit l'entretien, l'équipement. Aujourd'hui, ça continue à progresser. La maison, elle reste vraiment un refuge pour les Français. Donc, première tendance qui reste ancrée cette année. La deuxième chose, depuis des années, on a des catégories qui sont historiquement mal aimées un peu des Français. Je pense à la banque, l'assurance, l'énergie. Et depuis quelques années, en fait, ces catégories, elles progressent à nouveau dans le cœur des Français et c'est d'autant plus vrai cette année. Dernière chose, dernière tendance qui s'ancre définitivement dans les habitudes, c'est la digitalisation, bien sûr, et les pure players, des marques comme Amazon, Doctolib, Boursorama, continuent à progresser très fortement cette année dans le cœur des Français. La digitalisation n'empêche pas de rester attaché à la proximité. Troisième tendance, on a beaucoup de marques grandes conso, comme je le disais, qui sont en recul cette année. C'est beaucoup moins le cas des enseignes. Alors, elles ont beaucoup pris la parole, notamment par rapport à la défense du pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, on le voit dans les chiffres de l'Observatoire de cette année. Donc, on le voit sur des enseignes alimentaires, mais aussi des enseignes spécialistes. Voilà, la proximité est clairement plébiscitée par les Français. D'ailleurs, dans les items d'image qu'on mesure, c'est le premier levier d'attachement. C'est l'item d'image qui génère le plus de likes pour les marques de la part des Français. L'année dernière, c'était au même niveau que la confiance. Là, ça a vraiment progressé par rapport à la confiance. Les autres items ensuite plébiscités par les Français et qui vont générer du taux de GEM, on a ensuite la confiance, la qualité en troisième position et ensuite l'accessibilité. L'engagement, par exemple, vient bien après. Ça, c'est pour notre troisième tendance de proximité. Quatrième grande tendance de cette année, c'est la fracture. Et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas noté dans nos observatoires. On le voit notamment sur les enjeux, sur les marques qui ont fortement progressé cette année, mais on a aussi quatre grands. Le classique. Vous découvrez ici, donc on a une première, le top 30 des marques préférées des Français. Donc pour cette 7e édition de l'Observatoire, on est vraiment ravis de voir que l'une de nos marques lauréates, qui est la laitière, arrive donc pour la seconde fois marque préférée des Français, toute catégorie. Voilà, elle gagne, la laitière gagne 3 points par rapport, 3 places par rapport à 2022, suivi de l'U Elite. Donc, comme vous pouvez le constater, les Français restent vraiment attachés à leurs marques du quotidien et surtout aux marques alimentaires, qu'elles soient sucrées ou salées.
Néanmoins, comme le disait Claire, on constate aussi depuis le Covid une installation des marques de l'équipement de la maison, notamment avec Samsung qui arrive en 13e position, suivi de Tefal, Moulinex. Et pour la première fois cette année, on a également la marque Bosch qui intègre ce top 30. Et donc la seule et unique enseigne qui est représentée donc, dans ce top 30 est l'enseigne Decathlon, qui elle aussi progresse beaucoup par rapport à 2022. Et pour le petit clin d'œil, on peut également noter l'arrivée de Boursin en 28e position dans ce top 30. Donc voilà, c'est une nouveauté cette année. En termes de progression et de croissance, donc vous voyez en général, donc c'est la marque Cadeos d'Edenred qui a le plus progressé de 10 points, suivi de Maison du Chocolat, Carapelli, Timberland et L'Oxite. Et après, si on s'intéresse un peu aux marques préférées des Français, ça c'est intéressant. Comme le disait Claire, donc on enregistre une baisse moyenne du taux de GEM donc, sur les 1300 marques de moins 0,3 points. En revanche, les marques préférées des Français qui ont utilisé le logo en 2022, on note donc une progression moyenne du taux de GEM de plus 0,7 points. Et notamment dans ce top croissance, qui avons-nous? En première position, nous avons la Massif qui progresse de 5 points en termes de taux d'empathie, suivi de la marque Schmitt, les cuisses de 4 points. Et après, nous avons Intex, les piscines et spas gonflables de 4 points. Voilà pour ce palmarès général. Ensuite, nous avons qui vont arriver. Hop là. Les voici. Donc, comme vous le savez, on analyse 7 items d'image: utilité, proximité, innovation, qualité, engagement, confiance. Donc, l'utilité. L'utilité, cette année, il est trusté donc, par les marques du groupe La Poste avec Colissimo et Chronopost, suivi des pure players Amazon et Doctolib. Et comme l'année dernière, nous avons un résistant qui est BIC et qui nous montre que les Français sont quand même assez pragmatiques dans leur attribution et dans leur considération. Au niveau de la proximité, cette année encore, cet item-là consacre l'enseigne Decathlon. C'était déjà le cas en 2022, suivi de Leclerc, qui a su tirer son épingle du jeu à coup de renfort de communication, notamment en communiquant de façon massive sur la défense du pouvoir d'achat. On retrouve également donc Amazon, toujours Amazon, qui était déjà présent en utilité, mais ils sont également présents sur la proximité. Et il est intéressant de noter sur cet item d'utilité que nous avons 2 marques alimentaires qui sont donc françaises et qui sont Bonne Maman et Du. L'innovation, qui est un nouvel item, consacre 5 marques qui sont donc qui sont toutes dans l'univers high-tech et qui sont toutes des marques étrangères. La qualité, là encore, les Français plébiscitent le Made in France. Ce sont uniquement des marques de qualité. Et vous avez ensuite l'engagement. Donc là encore, c'est la main verte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors du dernier club, on avait eu une intervention très intéressante de Géraldine Séjourné, directrice marketing de la marque, qui nous avait expliqué comment la marque s'engageait. Elle retrouve également donc, sa première position sur cet item d'engagement, suivi de Chocolat Équitable, de Maison Verte, de Leclerc et de Jardin Bioéthique. Pour la petite info, donc Jardin Bioéthique intègre ce top 5 cette année au détriment de la marque Biocup qui sort. Voilà. Sur la confiance, l'année dernière, nous avions la marque Karcher qui était numéro 1. Là encore, cette année, elle sort du top 5 et c'est la marque Bosch qui est plébiscitée, suivie de Michelin et de 3 marques alimentaires, Evian, la laitière, Président. Et enfin, sur le top accessibilité, on retrouve les marques de l'année dernière, à savoir, ce sont des marques d'habillement premier prix, grand public, reconnues pour leur accessibilité prix, avec Kiabi, La Halle, H&M et CA. Voilà pour ces classements. Maintenant, on va laisser la main à Yvon de Team Créatif qui puisse nous parler des solutions de communication que peuvent avoir les marques en temps de crise. Yvon, est-ce que tu es là? Oui, vous m'entendez? On t'entend.
Super, vous voyez mon écran? On voit ton écran. Excellent. Hop, je vais venir un peu en arrière. Alors, bonjour à tous. Je suis très heureux pour cette invitation-là, pour prendre la parole. On avait eu l'occasion d'échanger avec l'équipe il y a 3 ou 4 semaines, parler de choses et d'autres. Et puis, ils ont proposé que je présente quelque chose aujourd'hui. Je suis très heureux. D'abord, je félicite cette idée de créer la marque préférée des Français, où nous félicitons. C'est génial comme idée, un plébiscite populaire de ceux qui achètent. On trouve ça vraiment formidable. C'est ceux qui achètent et qui se retrouvent devant un linéaire. Alors nous, on travaille sur, nous sommes une agence team créative d'identité. Et le produit est de qualité où l'entreprise est engagée peut aussi participer très fortement dans le choix, particulièrement et quel challenge ou quelle stratégie on peut mettre en œuvre. Ça va être très simple hein, en termes de branding et packaging dans cette période d'inflation. Juste pour se présenter rapidement, voilà, nous sommes Team Créatif, une agence internationale, on est sur Paris et on travaille pour des marques soit franco-françaises ou qui débordent des frontières à l'international. Bon, vous voyez quelques-unes de ces marques pour lesquelles nous travaillons ou avons travaillé et que vous avez en linéaire. Et qui sont probablement dans vos frigos ou dans vos placards, qui vous accompagnent chaque jour dans votre vie quotidienne. Et c'est ce qu'on adore dans ce type. Comme pour s'assurer que ce ne sont pas que des concepts publicitaires inventés, il y a des hommes et des femmes, des entreprises à visage humain qui chaque jour font le meilleur pour nous proposer des produits de qualité, et que cette qualité elle est au juste prix, donc ça a un prix, mais qu'il n'est vraiment pas cher pour tout ce qui a été mis en scène derrière. Donc c'est donner de la valeur au prix. Et puis on a une mission sociétale, on est certifié B Corp, ce qui est quand même une certification difficile à obtenir, qui est pour nous aussi une récompense comme marque préférée des Français super importante et qui imprime aussi une manière de fonctionner quand on va travailler sur un sujet. On adore aller prendre ce sujet comme un sujet d'entreprise, même si c'est une création d'identité de marque, refonte de marque ou d'identité packaging, c'est de rentrer dans l'entreprise et si on va travailler sur une marque de lait, on va aller faire la collecte du lait, on va taper le cul des vaches, on va rencontrer les agriculteurs, on travaille pour une marque de pâtes, et on va rencontrer le semoullier, on va ensuite rencontrer le pastier, vraiment connaître les métiers, les engagements, les inquiétudes, les difficultés pour les mieux communiquer aux consommateurs. Et on a la chance et l'honneur de au sein de notre portefeuille trois marques qui ont été élues marques préférées des Français. Saint-Michel, qui est une incroyable, totalement réimposée en linéaire. On est très heureux avec cette entreprise incroyablement dingue. Et d'ailleurs, les trois dingues du produit. Ils sont dingues du produit. Du coup, la marque, elle est ambassadrice de leur passion pour les produits et les métiers qui s'activent derrière les produits. Lactel, qui a été nouvellement aussi récompensé, et on a Puget. Et on vient je ne vais pas le citer parce que ça n'a pas été encore officialisé, qui est une 4e marque qui devient marque préférée des Français. Donc voilà, on est très heureux, c'est super, c'est génial. Bravo à tous ces marques et ces entrepreneurs derrière. Alors l'inflation, on a vu une super belle présentation, première présentation. Nous, très simple, dans la vraie vie, on voit que la dépense des ménages est autour de 400 € aujourd'hui, 380-400 € par mois, et qu'elle risque de s'emballer jusqu'à 500 € si les choses continuent dans les mois qui viennent. Donc forcément, ça agit sur le comportement au moment de l'achat. Ils viennent plus souvent mieux acheter, donc ils vont acheter un petit peu moins à chaque fois, mais plus parce qu'ils vont regarder les promos et les offres spéciales. C'est ce qu'on note vraiment dans toutes les études. Ils achètent moins d'articles, ils vont en acheter 9 à la place de 10, donc c'est pas non plus divisé par 2, mais il va falloir s'assurer que, en tout cas nous, dans les travaux qu'on nous donne,
une performance d'impact et de visibilité sur le lieu de vente qui soit impeccable. Donc, il va falloir être efficace. Et là, on va en parler, il y a des choses qu'il ne faut pas passer à côté pour être sûr qu'on soit vu. Pas vu, pas pris. Voilà. Parce que quand on n'est pas riche avec l'argent qu'on n'a pas, donc on va faire des arbitrages. Il faut au moins qu'on pop dans le visage et dans le regard de nos consommateurs au moment du choix. Bon, il y a des chutes de produits qui sont chers. Le bio est cher. Et puis, peut-être le bénéfice n'est pas encore très clair. Il y a un vrai travail à mener dessus pour relever et redonner du sens au bio. Il y a notamment cette question de « Ah, mais il y a des pesticides dans le bio qui remontent en permanence ». Donc là, il y a quelque chose à revoir là-dessus. Et puis, les marques nationales subissent la pression des prix des enseignes. C'est pas nouveau, mais particulièrement en cette période. Et nous-mêmes, en tant qu'agence, avec vous, on est solidaires de ces pressions sur les prix. On a des grosses pressions sur les devis. Les négos sont très difficiles. Et puis, les marques distributeurs se présentent comme le chevalier ou les chevaliers blancs du pouvoir d'achat. On va baisser les prix. Mais quand on fait un panier anti-inflation et qu'on est une marque distrib, on ne présente que des marques distrib. Waouh! Donc, c'est aussi ce contexte-là qui est complexe. Et puis, toujours pour des raisons de prix, certains consommateurs arrêtent le frais. Et il ne faudrait pas qu'on tombe dans, après toutes ces ères ou ces périodes où on a valorisé la malbouffe, on a valorisé le mieux manger, que tout d'un coup, ce soit la malbouffe qui reprend le dessus. Alors, les enjeux, du point de vue identité de marque et puis identité packaging ou identité produit sur le lieu de vente, pour émerger, fidéliser nos consos qui adorent nos produits et notre marque, et puis tenir bon dans cette période, parce que, comme ça a été très bien dit, c'est difficile aujourd'hui, ça va être difficile encore demain pendant 1 ou 2, 3 ou 4 ans, il va falloir tenir bon. Première chose, l'enjeu stratégique, et que l'on voit dans tous les briefs, dans l'année qu'on a vécue et cette année, et des nouvelles choses qui viennent de rentrer à l'agence, c'est se recentrer sur ce que l'on a d'unique et le rendre empathique. C'est aller à l'essentiel. Le consommateur a besoin d'aller à l'essentiel, mais dans la manière, sur les produits, les rendre accessibles, peut-être il va faire des choix un peu moins de superflu, mais même dans notre manière de nous présenter, c'est aller à l'essentiel. Et ça va passer, premier grand point, par la simplification des identités de packaging. Alors on aurait dit il y a quelques années, ah oui c'est bien, on simplifie, on va passer la marque en 2D, tout ça, ça fait plus moderne, on va avoir un meilleur impact. C'était ça, bien sûr, c'est important. Dans la jungle des marques, il faut être vu pour s'imposer, c'est clé. Et puis le fait de bien nettoyer cet écran publicitaire qui est une identité packaging, ou de bien nettoyer nos codes de marque, ça va aussi libérer la puissance d'évocation. Je vais enlever tout ce qui est graphic noise, et sur mes signes de marque, je vais contrôler et les mettre en avant. Ça va donner une image de confiance et de leader attitude. Donc je me présente. La manière de travailler une identité de marque et packaging, c'est une attitude. Si on veut être leader, il faut avoir une attitude de leader dans sa manière de se présenter sur le pack. Et puis vraiment là, dans cette année, c'est aussi, on va rajouter ça, c'est pour être plus direct, plus efficace, plus simple, plus essentiel pour les consos, avec la chasse au superflu, mais aussi un retour très fort sur le produit. Donc une très belle marque sur laquelle on a travaillé il y a quelques années, qu'on adore, c'est la marque patrimoniale française célèbre avec son célèbre symbole de la vache qui rit. Superbe. Voici l'identité packaging telle qu'il était il y a 3-4 ans. Super identité, une icône extraordinaire, mais finalement, année après année, pour des bonnes raisons d'ailleurs, oui, si on veut être naturel, il faut rajouter l'ancrage d'où l'on vient, un peu de bleu pour faire du frais et du lacté, mettre des allégations, oui, sans conservateur, c'est important, mais c'est bien, mais probablement trop d'astuces graphiques dans l'air qui sont suivis et des belles analyses d'identité des linéaires qui font que finalement tout le monde peut prendre les mêmes éléments et puis devenir un peu générique en un tiers de seconde en linéaire. Certains ont créé ces codes et on ne sait plus ceux qui sont de temps en temps à l'origine de ces codes. Donc là, le travail qui a été fait, c'est on simplifie. On se nettoie, super important pour être vu, être efficace. Il y a 9 sur 10 produits qu'on achetait précédemment, il y en a 9 qu'on va choisir. Donc on va arbitrer des choix. Plus efficace, plus immédiat, plus direct. La marque se met en avant, retrouve de la confiance. Nous sommes le référent, nous agissons en référent.
on se nettoie, on enlève tout ce que les autres ont qui ne sont pas à nous, on se retrouve sur une fraîcheur de lait, on se rapproche du produit, beaucoup plus proche du produit, beaucoup plus frais, beaucoup plus accessible, beaucoup plus unique, beaucoup plus impactant, plus simple. Et voilà, la marque, un code blanc parce qu'on a un produit laitier, un petit peu d'herbe pour dire que forcément c'est bien nourri, c'est frais, le lait français, on passe là, puisque c'est un item très important aussi dans le choix des consommateurs qui se met en avant, et puis bien sûr une recette qui s'améliore pour donner du sens à tout cela, que ce ne soit pas juste un travail marketing ou d'astuce pour les codes. Waouh, c'est une très belle démarche et nous trouvons un très très bel exemple pour montrer ce retour à l'essentiel, ce retour à la simplification des codes, ce retour à la fierté des codes, enlever tout ce qui est superflu dans la vie, mais dans les codes aussi des marques. Un autre point important, et on a vu massification, la présence de la marque. La marque se mange, elle participe, la marque est le produit. C'est comme un yin et yang. Marque et produit ne font qu'un. On se rend compte aussi, tout particulièrement, c'est pas nouveau, mais tout particulièrement cette année, l'année dernière, les marques adorées dans le monde, qui ont la capacité de durer dans le temps, Mercedes, il y a plein de produits dessous, classe A, classe B, classe C, ok, mais j'achète une Mercedes. Starbucks, il y a plein de produits, mais quand je vois Starbucks, j'ai la marque qui prend la parole. Il y a McDo, il y a plein d'offres, mais j'achète un Mac Morning ou j'achète un Big Mac. Il y a toujours la marque pilote des appellations produits. Innocent Incroyable, Lipton, Kinder Surprise, Kinder Bueno, le nom du produit encapsule le nom de la marque dans son appellation. Je n'achète pas un Surprise, j'achète un Kinder Surprise. Donc, Surprise est une appellation adjectivale. C'est plein d'astuces pour s'assurer que on peut avoir des diversités d'offres, mais s'assurer qu'on a un point Apple, Kellogg's, Nivea, etc. Amazon. Exemple emblématique, c'est pas Team Creative qui l'a fait, mais je l'adore. Frosties, Miel Pops, Trésor. Autrefois, les packs que l'on voit en plus petit étaient des packs juste. C'est un éclatement de marque fille avant, et chaque publicité poussait fortement la marque fille. Aujourd'hui, ça impose des investissements colossaux sur Trésor, colossaux sur Pop, colossaux sur Frosties, avec juste un Kellogg's qui est stické dans un décor d'une marque fille, pas forcément vue, qui est un rôle secondaire. Sans bouleverser les choses, Kellogg's a repris convergence, elle reprend le pouvoir plutôt que de chacune de ces offres produits. L'importance de la réalisation des marques ombrelles pour créer de la convergence. On n'est pas riche de l'argent que l'on n'a pas, il faut s'assurer que chaque euro investi, alors surtout quand on est une marque mondiale, ça se multiplie en milliards, chaque euro investi pays back in the same pot of money, enfin qu'il y a un retour sur investissement important. Que si je fais une pub pour Ulbran, ça fait de la pub pour Kellogg's sur l'ensemble de la gamme, ou je fais une pub sur Crunchy Nuts, ça fait une pub sur Cornflakes sur l'ensemble. On se ressent sur ce que l'on a de convergent pour que ça massifie ma présence et que je polarise l'intention sur ma marque. Bienvenue dans le linéaire céréales, oui, mais surtout bienvenue dans le linéaire Kellogg's. C'est un état d'esprit. J'affirme, je crée des ponts très forts pour imposer ma présence de marque. Être vu dans les 9 produits que je vais acheter. Être vu, pas pris. Une fois qu'on a fait cet enjeu strat design de simplification pour clarifier, mieux voir nos assets de marque, aller plus à l'essentiel sur le produit, que la marque se reconnecte plus facilement directement au produit, que l'on a bien réaffirmer la marque ombrelle. Si on a une marque ombrelle, lui redonner son rôle de pilote des marques cultes adorées dans le monde, qui durent, qui ont de 10, 20, 30, 40 ans, ce sont des marques ombrelles. Et ensuite, très important, c'est le pouvoir de la cohérence sur tous les éléments de communication. Alors là, je vais et s'assurer que, quel que soit le média, tous les médias sont pilotés par la même passion, la même passion sur les assets de marque. Je prends l'exemple de la Révolution magnifique de Saint-Michel. Voilà, on est en 2018. Là. Voilà le linéaire. Alors, vous ne devez pas voir grand-chose comme ça en un tiers de seconde. Ce n'est que le linéaire biscuit. Saint-Michel aussi sur le linéaire des gâteaux, de la PIE, de la pâtisserie industrielle, à côté des savanes. Mais juste là, sur le linéaire de la pâtisserie, voici l'ensemble des intervenants.
c'est colossal. Et pour autant, on peut dire, bah oui, non, mais c'est normal qu'à cette taille-là, on voit pas Saint-Michel. Alors, on le voit pas. C'était des packs craft à l'époque, ils émergent pas là. Mais pour autant, on arrive à voir qu'il y a des belles vitas, il y a des Oreo qui pimpent, on voit qu'il y a du Milka, on voit qu'il y a du granola, on voit de la bonne maman par endroits. Donc, il y a possibilité d'émerger, de créer de la cohérence. Et encore une fois, pas vu, pas pris. Il y a une arme extraordinaire pour être vu en linéaire, c'est le color branding. Donc, on a eu une décision stratégique numéro 1. On n'a pas la capacité d'investissement de super belles marques qu'on adore, comme Lu, quand on est Saint-Michel. Donc, il va falloir, notre premier média, c'est notre présence en linéaire c'est notre présence en magasin. Et faire en sorte que chaque packaging, les uns à côté des autres, ait une cohérence telle, pilotée par Saint-Michel, que ça crée un mur Saint-Michel par zone. Donc le color branding, on est allé dans l'histoire, il ne vient pas de n'importe où. Monsieur Grelier, le créateur de Saint-Michel en 1905, utilisait le orange. Il a été abandonné après parce que les années 70 sont passées par là et que le orange est peut-être devenu la couleur du junk, la couleur du ringard, la couleur du passéiste. Or, si on le travaille bien, c'est aussi en association avec le produit, c'est du bon beurre, c'est des bons produits, c'est des céréales. On l'a réinventé, on leur a refait découvrir et ça a été magique, vraiment magique. Voilà, vous avez les packaging à gauche de ce qui était Saint-Michel. On n'a pas créé une révolution totale par rapport au système de construction. Par contre, on a totalement révolutionné l'état d'esprit, l'attitude, la manière de piloter la marque, de se rendre fier de ses assets, de se rendre visible, de cette connexion gourmande entre la marque, le orange et le produit. Et cet impact massif par la répétition du orange, qui est à Saint-Michel, ce que le purple est à Milka, pour prendre possession du linéaire. On prend juste une partie du linéaire et c'est une part fondamentale fonctionnellement du succès qu'a rencontré Saint-Michel ces dernières années pour se représenter, se réimposer et se faire aimer incroyablement par les consommateurs. Ce orange qui quand ils se communiquent les uns aux autres sur les packaging, crée un mur incroyable. Et vous pourrez noter aussi, et c'est un point très fort de ce travail, c'est que les packaging s'interconnectent. Vous voyez là, c'est pas juste un petit astuce sympathique de design. Saint-Michel présente ses produits aussi comme il y a une partie de vrac. Il y a plein de produits qui se déversent et qui débordent du cadre. C'est un peu comme les pizzas. Quand on vous présente un packaging de pizza, il déborde toujours du cadre. D'ailleurs, très généralement, la photo est presque plus grande que ce que peut contenir la pizza. Du coup, elle déborde du cadre. Du coup, j'en ai pour mon argent ou j'en ai plus que pour mon argent. Donc, la représentation de nos galettes déborde du cadre et se communique aux autres packs. Du coup, chaque pack se connecte à l'autre pack et amplifie la présence de gâteaux qui est là. Donc, ça aussi, c'est important. Waouh, ça a l'air gourmand. Oh, ça a l'air accessible. Ah ouais, c'est de qualité parce que ça a un certain prix. Mais ça n'est pas vu comme des produits chers. Ça a le prix de ce que ça vaut. Et c'est une success story incroyable. Alors, Yvon, je suis vraiment désolée parce qu'on a pris pas mal de retard dans le programme et on a encore un témoignage de la laitière après. Je fonce. Il y a plein d'autres choses à... Voilà, je sais que très important. Alors, je vais très vite. Très important de charter les éléments sur tous les supports de communication et notamment là, un élément très fort, c'est la redécouverte de la présence en linéaire. Là où il y a un produit, je dois avoir un système de communication très fort, redécouverte des PLV, des allées de vos promos à côté des Kinder ou autres, très puissants. On voit l'importance de ça. Et ils ont besoin de se représenter, donc je vais aller très vite là-dessus. Nous faisons beaucoup de workshops archétypes où on réunit les directeurs généraux, les directeurs marketing, les acteurs de l'entreprise, parce que derrière un travail de marque ou de packaging, c'est aussi aujourd'hui un projet d'entreprise. C'est refédéré et c'est aussi partagé aux consommateurs que derrière les marques, il y a une entreprise. Et d'ailleurs, vous noterez que de plus en plus, les marques se représentent comme des marques entreprises. Laiterie bio familiale pour vrai, biscuiterie familiale, c'est une autre dimension qui est en train de prendre du pouvoir. Voilà. Et quand on a des engagements, ne pas en faire des allégations produits. On voit que le blé a atteint 460 € la tonne au plus fort de la crise, même si ça semble s'améliorer. Le prix du sucre a doublé, le beurre, alors c'est le prix du caviar, produire en France coûte cher. Et du coup, il en faut du courage pour garder le niveau de qualité et ne pas le dégraisser
ou en tout cas, on peut s'adapter, mais pas trop l'abîmer. Et s'assurer que, et tout le travail que l'on fait, c'est quand on met des allégations produits, je déteste ce terme, des engagements sur ce que l'on fait de bien chaque jour, sur cette recette, notre passion produit, nous on appelle ça une RSE qui se mange, on les présente dans les signes de la marque. La poule va nous présenter farine de blé français, aux œufs de poule, lait frais, c'est charté, on a sur tous les packaging cette structure verte qui pop en linéaire et qui est incroyablement importante. L'important aussi pour les consos, et vous l'aviez dit, c'est que la marque se présente et dit où c'est produit, le local, le français. Saint-Michel nous fait voyager à Avranches, à Commercy, à Contres, selon les différents lieux où c'est produit, mais c'est local. Il y a une proximité qui a été aussi soulignée tout à l'heure dans l'étude. Cette notion de proximité est fondamentale. Dire tout ce que l'on fait de bien. Le pack Vie à la maison est un média extraordinaire. Communiquer ce que tout l'entreprise fait de bien. Et dernière chose, dans cette période d'inflation, la marque préférée des Français a un rôle clé, je dirais même d'utilité publique, parce que c'est un vote populaire de ceux qui l'achètent. On peut vous dire qu'en interne, et forcément vous le vivez, mais quand les clients nous le communiquent, qu'on est marque préférée des Français, c'est une vraie célébration. Ça veut dire, waouh, on a super bien bossé ensemble, on est extrêmement bien alignés. Mais c'est aussi dire, il y a des raisons factuelles pour lesquelles elles sont marques préférées des Français. Parce que ce sont en général des entreprises, d'abord, dingues de leurs produits, toutes celles pour lesquelles on bosse, et qui ont la capacité de le faire savoir. C'est des entreprises à visage humain derrière. Mais c'est aussi dans cette période de crise où les innovations ou les investissements pour les innovations sont en berne, un moyen de créer un événement tout en essayant de ne pas créer, pour combler éventuellement un événement par un nouveau produit qui va être postponé, peut-être pas pour cette année, mais pour l'année prochaine. Donc c'est extrêmement important. Et nous sommes convaincus, quand on échange en interne aussi avec les clients pour lesquels on a gagné cette marque, ils ont gagné, nous avons tous ensemble gagné cette marque préférée des Français, qu'aujourd'hui c'est une récompense géniale, qu'elle pourrait être encore plus une aide à l'avance, un levier d'achat, un acteur de performance des ventes. On ne va pas en parler là, mais je pense qu'il y a 3 leviers qui pourraient encore la rendre plus impactante et plus forte pour déclencher ou rassurer ou donner des preuves sur « Oh, tiens, je vais l'acheter, c'est super bien parce qu'il y a marque préférée des Français ». Merci beaucoup Yvon, c'est passionnant. Merci beaucoup. Alors, on a pris un petit peu de retard. J'espère que vous pourrez rester un petit peu encore. On va maintenant parler d'un cas concret avec la marque La Laitière, qui a accepté aujourd'hui de venir témoigner. Donc, on a la chance d'avoir Christophe Poussin, qui est directeur marketing chez Lactalis Nestlé Ultra Frais, et Julie Lerebourg, qui est marketing manager sur la marque La Laitière. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre un peu à nos questions. On s'est dit que c'était vraiment intéressant aujourd'hui de partager vos clés de succès, d'autant plus que donc, vous arrivez numéro 1, première des marques préférées des Français cette année. Et nous, ça nous a intéressé de savoir finalement quelles sont les raisons de ce succès de marque cette année. Donc, première petite question, d'après vous, finalement, pour quelles raisons êtes-vous parvenu à vous maintenir dans le cœur des Français? Parce que beaucoup de marques régressent et vous avez réussi à vous maintenir et donc vous êtes numéro 1, tout secteur confondu. Christophe? Voilà, d'abord, on est très honoré de ce prix et on va le faire savoir, c'est sûr. Voilà, c'est le fruit d'un travail collectif. Et je voulais dire que nous, on a la chance d'avoir un coup d'avance parce qu'on est ancré viscéralement dans la gourmandise et que c'est le driver de l'alimentaire et le driver de l'UF en particulier sur une catégorie de produits très quotidienne. Donc ça fait levier. Mais ce coup d'avance, on l'a nourri parce qu'on investit beaucoup en création publicitaire. On a une saga qui fait qu'on est la pub préférée de notre secteur d'activité. Et cette saga, on la renouvelle, Julie vous en parlera. Et on investit dessus, on investit plus de 2 fois notre part de marché en médias, avec du gros média télé, mainstream, qui fait vivre notre saga créative. On a aussi une dynamique d'innovation forte sur la laitière avec des expériences sensorielles particulières comme notre dernière crème craquante peut l'illustrer. Et puis surtout, on a des chantiers qualité qui visent constamment la préférence consommateur,
de best sucre et de clean list pour assurer l'excellence produit et développer la confiance qu'on a vu tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. Un autre point aussi qui était intéressant, qu'on a vu dans l'étude, c'est que vous ressortez numéro 1 sur la confiance, la proximité et la qualité. D'après vous, qu'est-ce qui explique cela? Alors, c'est le reflet d'un chantier d'envergure qu'on a initié en 2021, notamment pour réaffirmer la qualité produit et le territoire d'authenticité de la marque laitière, face à la montée des petites marques qui poussent très fort sur ces items d'authenticité et de qualité. Il a fallu se réinventer. Et donc, on a mis en œuvre un chantier de rénovation sur le pack et la pub, dont on va avoir des exécutions tout à l'heure. Concrètement, comment ça vit? Déjà sur les items les marqueurs de qualité, en fait, c'est remettre en avant, on l'a vu là dans les exemples d'Yvon, mais des RSE qui se mangent, donc l'origine France, le lait entier, les ingrédients d'origine, la collecte du lait autour de nos usines, la recyclabilité du pot vert, voilà, autant d'items et de marqueurs de qualité qui montrent l'importance la marque de vraiment aller chercher une qualité toujours supérieure. Et face à la MDD, ça sera des items qui seront d'autant plus importants dans les mois qui viennent. Affirmer l'authenticité de la marque La Laitière aussi, une authenticité copiée et donc un enjeu en tout cas d'aller chercher plus symboliquement ce qu'est l'authenticité de La Laitière et donc une authenticité chez La Laitière qui est intimement et symboliquement liée à une histoire de temps. La laitière, elle prend le temps de sélectionner, elle prend le temps de préparer pour inviter les familles à prendre le temps de déguster. Et donc ça, on a une nouvelle saga qu'on va vous montrer mais qui met en scène ce storytelling et qui signe par C'est si bon de prendre le temps, donc une signature qu'on a installée en 2021. Donc on peut regarder ce que ça donne et comment ça s'incarne dans la rénovation de la saga. Et là, j'ai un exemple avec le petit pot de crème. Des œufs frais et du chocolat pur beurre de cacao dans une crème au chocolat au goût intense et à la texture fondante. La laitière nous invite à prendre le temps de déguster ces petits pots de crème. La laitière de Nestlé, le secret du bon, c'est le temps. Bon, je ne sais pas si vous avez eu le temps de bien capter tous les items, c'est passé assez vite, mais voilà, en tout cas, il y a vraiment une mise en avant de tous les marqueurs de qualité, et ça, c'était important pour nous de se remettre compétitif à ce niveau, et puis de mieux signifier, en effet, l'authenticité de la marque via cette absorption. En pack, aussi se recentrer sur l'essentiel, c'est un autre point d'Yvon. On a la chance, nous, avec la laitière, d'avoir un marqueur fort coloriel, ce jaune, qui émerge très fortement en rayon, et voilà, et en fait, donc c'est pas la révolution parce qu'on s'appelle La Laitière, mais en tout cas c'est une évolution significative qui nous a permis de mieux émerger en rayon, et donc c'est le avant en haut, le après en bas, et donc typiquement sur le pot vert on le voit, plus de gourmandise, plus d'immédiateté sur la compréhension de l'offre, plus de marqueurs de qualité mis en avant, et donc au final une meilleure performance en magasin. Et puis en d'autres packs, c'est des éléments de réassurance, je ne m'attarderai pas dessus, mais voilà, la transparence, être moins dans le fictionnel finalement ici et plutôt dans le rationnel, en quoi la marque s'engage. Et donc j'en parlais tout à l'heure, la collecte autour de nos usines, le détail sur les ingrédients en toute transparence, la recyclabilité des pots verts, voilà, vraiment une transparence sur la marque et ce qu'elle met en avant en termes de marqueurs de qualité. Il y a un autre point qui a été un chantier, j'ai envie de dire, un peu plus amusant pour nous en 2022. On a travaillé avec notre agence pub aussi sur un chantier d'intelligence artificielle en fait, qui était vraiment au service du purpose de marque autour du temps toujours, et ça je pense que ça a contribué à améliorer en tout cas sur les items de proximité, de modernité, l'image de marque. Donc regardez, voilà, c'est une vision du tableau énergie de la marque. On n'a pas la musique, c'est pas grave. Je chante mal, donc je ne vais pas faire la musique. Ah, si, s'il te plaît. Bon, voilà, vous pouvez, en tout cas, c'est consultable sur YouTube, mais c'est assez génial finalement ce que l'intelligence artificielle offre. Là, en termes d'image de marque, on voit clairement, on offre un peu plus de modernité à la marque, et ça, je pense que c'est positif. Super.
On a beaucoup parlé aujourd'hui, évidemment, de l'arbitrage envers les MDD qui vont être faits, du fait que parfois on privilégiera moins le plaisir dans ce contexte inflationniste. Vous, quelle est votre stratégie pour faire face aux MDD et au premier prix? Quel levier vous allez davantage activer? Alors, c'est difficile, le pouvoir d'achat des les arbitrages clairement qui sont à prévoir. On l'a vu ce matin dans la présentation Opinionway, et on voit vraiment les difficultés auxquelles on est déjà confronté, mais auxquelles les Français vont devoir se confronter encore dans les mois qui viennent. Et donc des arbitrages sûrement entre acheter moins ou acheter moins cher. Et donc pour faire face au MDD, pour nous, plusieurs choses. Déjà, on a un enjeu à être présent dans tous les circuits, et quels qu'ils soient, pour pouvoir multiplier les touchpoints, assurer des remises immédiates et de la promotion à un certain niveau pour pouvoir être compétitif en termes de prix. Mais plus que jamais, je crois, il faut qu'on continue à promouvoir ces signes de qualité, en fait, et ces signes, parce que ça va venir renforcer la confiance qu'ont les consommateurs dans nos marques, et donc être préféré en qualité organoleptique, ne rien lâcher sur ces items, creuser la différence avec les MDD sur ces items-là, rassurer sur la qualité de nos recettes, la provenance de nos origines, offrir via l'innovation des expériences organoleptiques supérieures, délivrer des messages, on l'a vu là, mais publicitaires, qui continuent à connecter avec nos missions de marque pour donner de la valeur et renforcer la préférence de nos marques. Donc, je crois que plus que jamais dans les temps qu'on traverse, la valeur de marque est très importante. Il existe des différences pour moi entre la MDD et les marques, et la confiance, la qualité de nos marques, elles doivent être au cœur de nos préoccupations pour creuser cette différence et la signifier en rayon et dans tous les médias utilisés. Donc on ne va pas s'arrêter là. Merci. Dernière question avant de conclure. Est-ce que vous allez adapter votre communication dans ce contexte? Est-ce que vous voulez parler différemment finalement aux Français? En fait, donc, non, on ne va pas faire un U-turn à cause de la pression sur les prix. Elle existe, la pression sur les prix. On doit supporter des augmentations du coût du lait, des coûts des packaging, comme vous tous, du coût de l'énergie et des ingrédients tels que les fruits ou le sucre. Donc, les prix vont augmenter et c'est une réalité. Maintenant, le rôle de la marque là-dedans, c'est d'entretenir le lien de confiance qui l'unit au consommateur, et donc c'est de monter dans les étages de ce que la marque distributeur ne pourra pas tout de suite faire sur la mission, le purpose, la raison d'être, et de la mettre en musique. Et puis aussi de faire la promotion des signes de reconnaissance consommateur, pourquoi pas comme celle marque préférée des Français. Voilà. Merci beaucoup. Bon, merci à tous pour vos interventions, c'était passionnant. J'espère que ça vous a plu. Je vais conclure très très rapidement parce qu'on a pris pas mal de retard. N'oubliez pas que ce club, voilà, c'est le vôtre. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos propositions, vos suggestions de thématiques pour la prochaine fois. Le prochain, il aura lieu en présentiel au deuxième semestre. Et puis on va évidemment, on va beaucoup poser la question, partager la présentation, et il y aura normalement, si la technique a bien fonctionné, un replay qui sera disponible. Merci beaucoup à tous, très bonne journée et à très bientôt. Merci à vous. Et encore merci pour ce prix. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.